Nous allons parler tout de suite de ce qui se fait à Bakhmout. Et, au nord de Bakhmout, vous savez, une usine gigantesque, une espèce de complexe de béton qui est là depuis des années avec des souterrains qui, dit-on, vont jusqu'à 300 mètres de profondeur. Un mastodonte de béton armé dans lequel se sont réfugiés des soldats ukrainiens depuis plusieurs semaines déjà. Et ça rappelle évidemment cette poche de résistance Azovstal à Mariupol il y a un an. Là, il s'agit de l'usine de métallurgie donc Azom, où les unités de Wagner ont pris le contrôle d'un des locaux, d'un des ateliers donc de cette usine. C'est ce que déclare l'agence de presse RIA Novosti. On va les voir, voilà, ces photos de Wagner donc dans cette usine, et on va même entendre l'un d'eux qui parle d'ailleurs de la puissance quand même de l'armée ukrainienne, qui ne manque pas de munitions, contrairement à ce qu'on a pu entendre. On écoute ce témoignage d'un soldat Wagner. L'Ukraine annonce qu'elle a très peu de munitions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment peut-on dire que c'est vrai alors que leur artillerie nous frappe tous les jours? Ils reçoivent des munitions, énormément de munitions, et ils en reçoivent encore plus. L'armée ukrainienne frappe beaucoup et très très fort. Ce décor d'ailleurs d'une usine industrielle lourde avec des gigantesques machines dans la sidérurgie, la métallurgie qui sont démembrées est assez impressionnant. Regardez d'ailleurs, un mercenaire de Wagner a posté il y a quelques minutes des images justement qu'il a prises localement là-bas dans cette usine ou à proximité de cette usine Azom. Voilà, regardez-les, elles sont en train de se passer sur vos écrans. Voilà, on est d'accord, ça fait penser quand même, Didier François, au décor d'Azovstal à Mariupol qu'on a tellement évoqué il y a quelques mois. Oui, alors ce sont ces grandes usines, ce qu'ils appellent les combinates en Union soviétique. Hein. Ça rappelle aussi ces batailles mythiques à Stalingrad dans l'usine des tracteurs ou dans l'usine Octobre Rouge. Vous voyez bien ces espèces d'immenses ateliers avec des machines-outils tout le long. Alors là, on est sur la partie nord. Enfin, le 11, il y a le 11 mars. Des unités Wagner ont infiltré le nord et là ils sont dans la partie ce qui s'appelle Vostokmash, qui est l'usine, une des usines du complexe, qui est au nord-nord-est. Et les combats sont extrêmement durs. Pourquoi? D'abord parce que, comme vous le voyez, à partir du moment où tout ça, ça peut être piégé, il peut y avoir c'est vraiment une zone qui avait été totalement préparée, ce qu'on appelle valorisée par les combattants ukrainiens pour se défendre. Surtout, les deux camps sont en fait imbriqués, puisque c'est très proche. Ce qui fait que c'est très difficile d'utiliser l'artillerie dans ce genre de conditions. Donc les Russes peuvent pas tellement l'utiliser, mais les Ukrainiens non plus. C'est difficile pour eux de l'utiliser, sauf sur les abords, pour empêcher les renforts d'arriver ou les munitions ennemies d'arriver. Et les combats se font vraiment de manière presque au corps à corps. On va chercher l'ennemi dans tout ce sur ce décor. Franchement, c'est pas le moment de parler de cinéma et de décor cinématographique, c'est un décor de mais cinéma, assez hallucinant pour ceux qui connaissent Christin et Bilal, ces auteurs de bande dessinée des années 90. C'est cette espèce des amas de ferraille et de béton armé. C'est absolument incroyable. Imaginez qu'il y ait eu des combats et qu'il y aura sans doute encore. Il y en a plus au sud. Il y en a un peu au sud. En fait, là, l'infiltration de Wagner a été bloquée à cet endroit-là, mais évidemment, c'est toujours, vous voyez bien, on est sur le nord de Bakhmout. Hein. La partie en bleu, là. Voilà, c'est la partie en bleu. En fait, là... Ça, c'est l'usine. Alors, c'est là qu'on a des images, mais étonnamment, c'est pas là que c'est le plus embêtant, parce que là, les Ukrainiens l'ont bloqué. Le plus embêtant, c'est l'espèce de petite flèche jaune que vous voyez en bas, là. Ah d'accord. Au sud, qui est juste après le cimetière et qui est en direction d'un bâtiment, d'un monument qui est le monument avec un avion qui a été détruit et qui est à côté d'un square qui s'appelle le square Droujba, où là les Russes ont progressé et malheureusement c'est très proche de la voie de ravitaillement. Et Wagner donc qui a pris possession, c'est l'une des informations du jour, Renaud, pris possession donc d'une partie de cette usine. Oui, apparemment, et pour rebondir sur ce que vous dites, Eric, sans être dans la projection cinématographique, je crois que en tout cas, moi personnellement, ces images me frappent et me glacent autant, c'est que ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu des combats militaires dans des décors pareils? On est habitué au Sahel, on est habitué à tous ces décors de désert, où on a vu les opérations spéciales françaises, à l'Afghanistan, avant l'Irak, le Golfe.
Mais là, c'est le retour de guerre dans nos décors industriels, de monde industrialisé. Donc effectivement, Didier a raison, c'est Stalingrad, c'est les années 60-70 dans certaines, et c'est les bandes dessinées ou malheureusement des films où on peut imaginer à chaque instant tel ennemi qui se planque, enfin, ça veut dire c'est glacial comme décor, et ça nous parle parce que c'est notre monde industriel, c'est pas le désert. Et est-ce que c'est pas là où Volodymyr Zelensky avait remis des médailles à des soldats juste avant son départ surprise pour Washington? Il avait décoré, on se souvient, des soldats à Barmouth. Là encore, c'est fort. Quelques semaines plus tard, ce qui reste de cette usine, j'ai pris des notes aux mains de Wagner. C'est plus que semaine, c'est, je crois, plus de 2 mois après, quand il est passé, oui. C'était juste avant de partir aux États-Unis. Oui, mais c'est une usine qui est plus petite que Azovstal, déjà. C'est une usine de traitement des métaux non ferreux. Donc, grand complexe industriel, comme Didier a dit, qui reste, mais aussi, quand on parle de ces usines soviétiques, on parle tout de suite des protections contre l'attaque nucléaire. Donc, il y a les sous-sols qui sont très profonds, qui descendent jusqu'à 300 ou 400 mètres en dessous de tout ce que nous voyons. Donc là, ça veut dire que quelque part, pas très loin, il y a le Spetsnaz ukrainien, ces forces spéciales ukrainiennes qui ont pris la possession et qui fixent ce point de défense qui est quand même bien protégé. Et après, c'est vrai que le fait que ces quelques soldats qui ont pris un atelier, ils font les vidéos en atelier, ça veut rien dire parce que nous sommes en mouvement perpétuel. Là, ils sont ici. Quelques temps après, ils seront repoussés et la situation va changer. On découvre avec cette guerre, je m'adresse à vous parce que je sais que quand vous étiez petite fille en Union soviétique à Kiev, votre papa dirigeait un combinat d'État, une usine d'État. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un gros projet industriel, une usine d'État, on fabriquait l'usine en double, à plusieurs dizaines de mètres sous terre, en cas d'attaque militaire Toujours, oui, nucléaire. parce que ces constructions, il s'est passé dans les années 50, c'était juste 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait encore ces souvenirs qu'il fallait se protéger parce que l'Ukraine, notamment, a souffert énormément. La moitié de l'Ukraine a été bombardée, était détruite, les villes étaient détruites par les nazis à l'aller et aussi par les soviétiques qui reprenaient les terres. Donc, bien sûr, il fallait se prévoir et se préparer pour la suite. Peut-être les États-Unis ou le monde capitaliste qui allait attaquer ces pays socialistes. Donc, bien évidemment, tout était construit. Et j'ai visité notamment l'usine que mon père dirigeait à Kiev. J'ai visité, c'était monumental. Ça faisait la chair de poule parce que c'était quelque part, écrasant pour moi, petite fille à l'époque. Les murs en béton, c'était noir, c'était pas du tout confortable. Il n'y avait pas de confort qu'on peut imaginer dans ce genre d'endroit pour se protéger. C'était tout brut et très violent comme image. Donc, mais peut-être ça va protéger les Ukrainiens qui sont encore là. Il y aurait eu une nouvelle réunion aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky et les responsables de l'armée pour déterminer si oui ou non il faut continuer à défendre coûte que coûte cette ville de Barmouth. Là encore, il y a eu une position commune. Tout le monde a dit oui, on va aller défendre cette ville jusqu'au bout. On va écouter quand même Volodymyr Zelensky et bien sûr son ton très grave. Ce soir, il parle d'une bataille extrêmement douloureuse dans l'est du pays. C'est très douloureux à l'Est, très douloureux. Nous devons détruire la puissance militaire de l'ennemi et nous le ferons. Bilohorivka et Marinka, Adivka et Bakhmout, Vuhledar et Kamienka et tous les autres lieux où se joue notre avenir. Là où notre avenir, l'avenir de tous les Ukrainiens, est en train d'être défendu. Je suis reconnaissant à chacun de ceux qui sont partis au combat. Merci à tous ceux qui défendent leur position et se battent pour l'Ukraine et leurs frères d'armes. Merci à tous ceux qui ne laissent jamais tomber sur la ligne de front. Aujourd'hui, je voudrais féliciter les guerriers de la 92e brigade pour leur action dans la région de Bakhmout. Merci les gars. Gloire à tous les guerriers ukrainiens. On comprend là, Guillaume, qu'ils iront jusqu'au bout. Oui, et on peut comprendre le ton grave, ce n'est pas surprenant, mais aussi presque ému de Zelensky, parce que ces combats de Bakhmout, ils ont une spécificité, c'est que il faut tenir pour tenir.
En fait, on n'est pas dans le cadre d'une offensive généralisée. Militairement, d'ailleurs, il y a pu y avoir débat pour savoir s'il était ou non indispensable de tenir Bakhmout. On en a eu des échos avec des discussions qui, semble-t-il, ont eu lieu à l'intérieur de l'état-major. Et finalement, au plus haut lieu, on a décidé de tenir la ville. Mais probablement qu'il y a des gens en Ukraine qui se disent, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Parce que même s'il y a beaucoup plus de pertes chez les Russes que chez les Ukrainiens, ce sont des combats qui sont sanglants, avec énormément de victimes, et c'est pas encore une fois un moment facile pour l'armée ukrainienne, si tant est qu'il y en ait depuis le début. Et puis juste un mot pour compléter ce que disait Ala, j'ai lu que dans ce complexe industriel, il y avait aussi une indépendance en électricité et en eau, parce qu'il y a des générateurs et qui permettent donc de produire leur propre énergie, et aussi des sources d'eau qui sont captées. Donc on peut imaginer que si l'idée c'est de se retrancher dans ce complexe, les Ukrainiens peuvent tenir très longtemps. Autre image qu'on voulait vous montrer, parce que vous rappeliez aussi, Renaud, ces décors si particuliers qu'on découvre aussi avec cette guerre. Il y a donc cette usine. Il y a aussi ces corps à corps quasiment de maison en maison. Voilà, chaque maison est défendue par les soldats ukrainiens. Cette petite séquence qu'on voulait vous montrer des combats dans les immeubles, d'anciens immeubles résidentiels. On regarde les images. Oui, là, ce sont des images assez incroyables, hein, parce que on parle toujours, mes chers amis Didier François, de combat maison par maison, combat de rue, d'accord. Mais quand on voit ces images-là, on y est vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un appartement, je sais pas, au 2e, 3e étage, et c'est des combats presque par étage, quoi. Bon, là, j'imagine c'est une position. C'est un peu différent, en fait. Là, ce sont des dronistes qui sont retranchés au 2e étage exactement d'un bâtiment. Donc, ils sont chez des gens. Donc, déjà, il y a cet aspect-là. Il y a celui d'être... voilà, dans un lieu qui a été habité, vous avez encore des traces de vie, parfois des peluches. Le canapé, là, en l'occurrence. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous sentez encore l'âme du lieu, parce que pendant des années, il y a toute une vie qui s'y est déroulée. Et donc, ils sont en train de procéder à du ciblage. Vous voyez le petit écran qui permet à l'opérateur de surveiller ce qui est en train de se passer. Et tout d'un coup, il y a l'artillerie qui se rapproche de plus en plus. Et ça tombe littéralement à quelques mètres, et ce qui explique ce grand panache de fumée qui se dégage à proximité de l'habitation. Et on voit la première des choses qui est marquante dans cette vidéo, c'est l'immense sang-froid de ces types qui sont là et qui se rient, si vous voulez, de la mort et de ces Russes qui sont franchement pas très loin et qui sont sans doute en train de leur infliger des pertes très importantes, parce qu'on sait toute l'importance que ces éléments-là ont pris, notamment du côté ukrainien. Bien.